passe 6 mois comme ça, une traversée du désert. C'est extrêmement dur. Je perds 10 kilos, c'est un très bon régime. Moi, je vous conseille de monter des boîtes, de fermer. Et voilà, pour ceux qui veulent, je perds 10 kilos. Cette année, en théorie, on devrait sortir plus de 300 lots. Mais l'objectif, ça serait 120 franchisés en France, répartis sur 200 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est inarrêtable après, puisque tous les voyants sont au vert dans la rénovation. L'étalement urbain, on n'en veut plus. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Il fait beau, ça y est, c'est l'été. Et moi, vous le savez, je ne vous lâche pas pendant l'été. Je ne suis pas comme les émissions de radio qui vous font que des rediffs. Il est prévu en tout cas que vous ayez des podcasts tout l'été. Et là, bah voilà, on finit l'année tranquillement. Et aujourd'hui, on accueille Mathieu, vous l'avez entendu peut-être en préambule. On accueille Mathieu qui va nous parler des 2 faillites qu'il a pu faire et surtout de comment il a pu rebondir aujourd'hui avec une société qui génère plus de 25 millions de chiffre d'affaires dans les travaux clés en main et comment les travaux sont enfin rentrés dans le 21e siècle. On va le voir notamment avec toutes les solutions technologiques qui peuvent exister. Donc ça a été un vrai plaisir d'accueillir Mathieu. Avant de démarrer l'épisode avec Mathieu, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais faire rapidement comme toujours, mais j'ai tellement de trucs, il se passe tellement de trucs dans cette vie à 1000 à l'heure. Premier point, hier, donc en fait, vous allez écouter l'épisode mercredi 26 juin, il va sortir. Et hier, on a fait un événement au Fun Park de Brumat. On était plus qu'une trentaine. Événement IMO, événement des gros billets. Donc voilà, c'était top. Merci à Manu, l'organisateur. J'ai pu en rencontrer plein d'entre vous. Ça passe toujours trop vite. J'étais là pendant 6-7 heures, mais malgré tout, eh ben, ça passe toujours trop vite. Ça fait super plaisir. Il y avait des auditeurs, des personnes même que les auditeurs avaient invités et aussi des membres du Club Invest. Vous le savez, avec Michel, mon associé, on accompagne des investisseurs tout au long de l'année. Et là, il y avait notamment José. Félicitations à José. Il a eu 2 financements pour 2 projets. Il nous a rejoint il n'y a pas longtemps, donc je suis super fier de lui s'il écoute cet épisode. Ensuite, vous pouvez prendre note de plusieurs choses. Premier point, c'est dimanche à 19h, dimanche 29 juin à 19h. J'espère qu'il n'y aura pas de match de foot. Dimanche, de toute façon, les gros billets, c'est d'abord pour vous avant que ce soit pour les joueurs de foot. Dimanche 29 juin à 19h, on va faire un épisode en live sur YouTube avec Thibaut qui est courtier en crédit. Et Thibaut, notamment, il est en train d'aider une personne qu'on a eue sur le podcast privé qui est en voyage à l'autre bout du monde, qui a déjà pas mal de biens et qui, malgré une année sabbatique, a voyagé autour du monde avec ses enfants, qui normalement est en bonne passe de lever des fonds. Donc voilà, c'est un courtier qui connaît les investisseurs, qui connaît nos problématiques. Donc on le connaît depuis longtemps, surtout Michel. Et il a déjà débloqué plusieurs des membres du Club Invest qu'on accompagne, plus certains auditeurs qui m'ont demandé un coup de main. Donc voilà, on va faire un live avec lui. Si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas, vous m'écrivez Instagram, Telegram, par email, vous savez comment faire. Et je communiquerai le lien du live, donc ce sera sur YouTube. Le lien du live, je le communiquerai sur Telegram, en story Instagram très probablement, et par email pour ceux qui sont inscrits à la liste email. Pour revenir à la liste email, je vous ai sorti un guide gratuit que vous pouvez obtenir en allant sur mon site www.grosbillet.com. Vous avez le lien dans la description comme toujours. J'ai fait un guide avec 8 prompts et 8 exemples particulièrement adaptés aux investisseurs de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les investisseurs. Donc, comment créer un règlement intérieur de Airbnb, comment rédiger une annonce rapidement, comment relancer un locataire qui a un retard de paiement, comment comprendre les travaux des artisans, les étapes à faire pour comprendre des travaux. Je vous ai fait 8 exemples précis comme ça. Donc le prompt, vous pouvez le copier-coller directement dans votre outil d'IA et ensuite l'adapter en fonction de vos besoins. Donc j'ai fait un prompt à chaque fois générique et un exemple à côté pour montrer un peu les résultats qu'on peut avoir. Et donc vous le savez très probablement, si vous écoutez les podcasts depuis quelques semaines, j'ai lancé l'Académie des gros billets. L'Académie des gros billets, donc dedans, vous avez accès à toutes les formations que j'ai qui sont sorties. Vous pouvez aller voir sur mon site grosbillets.com. Je vous ai mis plein de preuves. Tout l'argent que j'ai pu toucher, voilà, je vous ai mis les loyers que j'ai pu toucher dans une ville d'un gestionnaire, plusieurs, donc 5-6 000 euros. Je vous ai mis combien j'ai réussi à faire négocier à 2 personnes grâce aux formations, combien je prends lors de mes vacances en louant une partie de ma résidence principale. Voilà, vous avez tout, combien mon portefeuille boursier, un de mes portefeuilles boursiers a augmenté.
récemment, vous avez toutes les preuves sur mon site grosbier.com. Je sais qu'il faut mettre des preuves. Sur Internet, il y a beaucoup de charlatans. Moi, je suis dans la transparence. Ça fait maintenant plus de 170 épisodes, plus de 3 ans qu'on est là toutes les semaines. Voilà, vous avez toutes les preuves grosbier.com. Donc, vous pouvez télécharger le guide. Vous mettez juste votre email. Vous recevrez le guide. Et du coup, aussi, vous serez inscrit à la liste email. Donc, vous recevrez le lien pour le live avec le courtier. Et donc, ce sera dimanche 29 juin à 19h. Je pense que c'est tout. Ah si, dernier point. En fait, pour cet épisode, j'utilise un nouveau monteur audio. Donc, faites-moi vos retours si vous voyez une différence, si le son est meilleur, je l'espère. Faites-moi vos retours. Si vous avez apprécié justement la qualité audio de cet épisode. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On attaque l'épisode avec Mathieu. On se retrouve de l'autre côté. Et n'oubliez pas, grosbier.com pour avoir tous les liens pour l'Académie des gros billets. Ah non, et j'ai un dernier point à vous faire. Week-end IMO. Donc, on a fait déjà 2 gros week-ends IMO. Cherchez pas, il n'y a pas mieux. En tout cas, j'ai jamais entendu personne faire des meilleurs week-ends IMO que Michel et moi. On avait fait en Alsace à Turckheim, on en a fait un à Chamonix l'an dernier. Et donc cette année, on a les dates. Michel, il avait des petites incertitudes sur son visa, mais maintenant c'est réglé. Ce sera le week-end du 27 au 29 septembre 2024. 27 au 29 septembre, je vous communiquerai plus de détails dès qu'on les aura, mais bloquez les dates. Comme toujours, on fera dans l'ordre les membres du Club Invest, les membres de l'Académie des gros billets en priorité. Et ensuite, tous les auditeurs, merci à vous. L'an dernier, on a vendu les places en 1 minute. Donc, et la plupart de ceux qui étaient venus l'année d'avant sont revenus. Donc, on espère faire pareil. Je vous donnerai, restez à l'écoute. Et puis, bien sûr, je partagerai quand il y aura plus de précisions. Maintenant, on a déjà pu booker la date. Ça faisait longtemps qu'on nous demandait. Donc voilà, c'est booké. On se retrouve de l'autre côté avec Mathieu, les hauts, les bas et les très hauts de l'aventure entrepreneuriale. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Aujourd'hui, on est avec Mathieu. Donc Mathieu, il va nous parler. Donc il est le fondateur d'une société de travaux clés en main. On va notamment parler aussi des petits couacs qu'il y a eu chez des personnes qui ont fait un peu trop de clés en main. Et puis surtout, on va parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Comment on peut rebondir de plusieurs, comme dans les couples, hein, de plusieurs hauts et de bas. Et bien sûr, vous demandez à n'importe qui, c'est toujours mieux la situation actuelle dans laquelle on est par rapport à celle d'avant. Je laisse te présenter, Mathieu, rapidement. Tu es assez connu, hein, parce que d'ailleurs, c'est Eddie, hein, qu'on salue, qui nous a mis Eddie Aloha, que j'avais rencontré d'abord en France, après au Brésil, qui nous a mis en contact. Je te laisse te présenter. Et puis, moi, j'aime bien, le podcast s'appelle Bye Bye Patron, donc j'aime bien que les invités racontent une expérience un peu insolite, ingrate qu'ils ont pu avoir, voilà, dans un job d'été, un premier métier. Et puis ensuite, on va enchaîner. Tu as plein de choses à raconter. Bah, écoute, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, ça me fait plaisir. Merci à Eddie aussi qui nous a mis en relation. Bon, on a beaucoup parlé avant le podcast et du coup, je sais plus quoi dire. Mais bon, il y a quand même d'autres choses à dire. Ouais, effectivement. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Moi, j'ai 37 ans. J'ai pas mal entrepris depuis l'âge de mes 21 ans, d'accord. Je vais te parler de haut, de bas, hein, c'est ce que tu m'as demandé de mettre en avant. Je suis breton. Alors effectivement, il a parlé du temps et donc il fait encore très beau en Bretagne. On est toujours entre 25 et 35 degrés. Vous imaginez bien qu'il fait gris. Hein, je viens de vous mentir. Breton, je suis issu d'une famille moyenne, hein, vraiment la classe moyenne française comme on peut se l'imaginer. Papa représentant, maman visiteuse médicale. Donc, il y a une éducation à la bretonne, proche de la terre et de la mer, puisque j'ai des grands-parents agriculteurs et des grands-parents pêcheurs. Donc voilà, je suis vraiment le stéréotype du breton, je pense. Yes. C'est assez marrant les bretons, parce que moi je suis alsacien, et le point commun qu'on a, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, il se passe moins de 1 minute avant qu'il te dise qu'il est alsacien ou qu'il est breton, alors que jamais ça arrive avec un lorrain ou un bourguignon. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, alors que les bretons et les alsaciens, c'est le premier truc qu'on dit, quoi. Je crois qu'on peut ajouter quand même les basques et les corses. Ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on est assez chauvin de nos régions. Bon, je vous rassure, c'est le seul moment où je vais vous parler de la Bretagne, peut-être au début, etc. Mais voilà. Du coup, pas forcément issu d'une famille entrepreneur. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille autour de moi.
Je me souviens de ce que j'ai déclaré à mon père quand j'étais petit. J'étais un peu l'ovni, tu vois, au jour de Noël, etc. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais être riche et que je voulais réussir. Mais Ok. riche de quoi? Je me rends compte qu'avec le temps, c'était peut-être pas riche d'euros, tu vois, mais riche de problèmes. Parce que quand on entreprend, en fait, je pas une capacité à régler des problèmes. Et plus tu en as, des fois, Avec j'ai des fait des. informations qui sont parcellaires, quoi. Souvent, c'est ça Alors, le. voilà, exactement. C'est des équations à plusieurs inconnus. Et du coup, voilà, je savais que j'ai toujours été motivé par ça. Donc, à l'école, j'étais très bon jusqu'au secondaire, mais vraiment, genre très, très bon. Tu vois, je me tirais la bourre avec un collègue qui était très intelligent. Et puis, arrivé au collège, voilà, je crois que j'ai découvert d'autres choses et ça s'est effondré. Donc, Les desperados, c'est les femmes. En général, c'est ça. ouais, bon, en Bretagne, ça va, tu vois. Mais du coup, compliqué. Et donc, après moult péripéties, fini en BEP. Donc, Ok. je vous informe que j'ai un BEP installateur et conseiller en équipement électroménager. C'est impressionnant comme ça, mais sensiblement, ça veut dire que je sais réparer une machine à laver. Voilà. Ok. Donc, Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas et mal. ce qui en plus est faux, puisque la dernière fois, je l'ai fait réparer. Donc, tu vois, je me suis vite trompé, pas forcément très adroit de mes mains, mais il y avait une partie vente. Et c'est là où mes professeurs m'ont aidé en me disant, écoute, tu es peut-être meilleur à parler qu'à réparer. Donc, je l'ai accepté. Et puis, j'ai tourné à ce moment-là vers l'alternance, qui pour moi est un très bon cursus aujourd'hui, souvent un peu dénigré parce que l'alternance, c'est peut-être vu comme un moyen de caser des gens qui ne sont pas forcément dans le système scolaire. Et moi, je l'ai vraiment vu comme ma première façon d'être riche et de réussir. Mhm. Parce que Ouais, parce finalement, que, parce que chaque euro, enfin, tu sais, c'est des multiples, quoi. ouais, L'équivalent de alors, 300 euros quand tu as 16 ans, c'est peut-être, je sais pas, 20 000, 20 000 quand tu as 35 ans. alors surtout Donc, que j'ajouterais que j'ai dit au départ que j'avais 37 ans, donc toi, Thibaut, ça se voit, tu es très jeune et tu as connu que les euros, mais j'étais payé j'ai, en francs. on a, on a le même âge tous les deux. Donc Ah, voilà. ben alors, tu vois, c'est le physique qui m'aide Ouais, pas alors. ouais, Mais, bien sûr. je gagnais 2300 francs en bac pro au début. Ok. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié, voilà, c'était le mélange c'était vraiment cette impression de rentrer dans le monde du travail en restant à l'école, tu vois. Et je suis tombé sur vraiment un patron plutôt sympa. Peut-être un peu trop sympa parce que ça a fermé au bout d'un an. Donc, je me suis retrouvé à finir mon bac pro dans une autre entreprise, mais voilà. Et puis, encore cette envie peut-être de ne pas quitter tout de suite, j'ai continué avec un BTS en force de vente toujours, et que j'ai obtenu grâce à ma parole. Hein, très honnêtement, j'étais pas très bon dans les autres domaines. Et c'est aussi là que j'ai su que finalement, Bye Bye Patron, tu vois, j'étais déjà lié à toi il y a 16 Bah, ans. aujourd'hui, c'est pas bye bye patron, c'est bonjour patron, mais c'est toi le patron, quoi. Et en fait, très compliqué, une hiérarchie qui correspondait pas à mes valeurs, qui t'écoutait pas. Et donc, en fait, je me suis dit, finalement, pourquoi pas monter sa boîte soi-même. Certainement trop tôt aussi, parce que je le dis beaucoup sur les réseaux ou quand je partage. J'ai créé ma première boîte à 21 ans, à la sortie de l'école, en fait. J'ai jamais eu un CDI. En fait, Mhm. puisque le contrat d'alternance n'est pas un contrat indéterminé. Et donc, sur un coup de tête et avec un copain de l'époque, je me lance dans une boîte de menuiserie extérieure, n'ayant jamais changé une fenêtre et ne sachant pas ce que c'était. Donc, vraiment appris sur le tas. Et Mais il y a des là, marges. Il y a des marges. En tout cas, il y en avait à un moment. Je sais pas alors, si où ça en est maintenant, mais. c'était encore un moment où effectivement, on vendait un peu au premier rendez-vous, donc des marques qui n'ont pas très bonne réputation comme Cas par Cas, Huis Clos. C'est des sociétés où tu tapais aux portes, tu appelais au téléphone pour décrocher des rendez-vous. Et effectivement, je crois que tout le parc était à rénover, même il doit en rester beaucoup à faire, même 15 ans après. Mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde voulait changer ses fenêtres à l'époque. C'était un peu un Eldorado, c'était l'Eldorado blanc, un peu le PVC là qu'on vendait. Mhm. Et donc, c'est un vrai succès parce que je passe je sais pas, à l'époque, je gagnais 1000 euros, tu vois. Premier mois, tu ne gagnes pas tellement plus quand tu lances une entreprise. Ceux qui ont fait des premiers millions, il n'y a que Facebook et Google. Et encore, je pense qu'ils ont eu aussi des démarrages difficiles. Mais au bout de 6 mois, je gagne 5000 euros par mois. Mhm. À Donc 21 c'est ans. Donc j'ai 21 c'est. ans. J'ai 21 ans. Donc évidemment, tu te dis, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Il y a moi et les autres, tu vois. Et Mhm. évidemment, ça marche très très bien qu'on en vient à fermer la société au bout d'un an. Euh, Parce que la naïveté du jeune homme que j'étais à 21 ans, j'ai un associé qui prend un peu dans les comptes. Et on se rend compte qu'au 31 décembre, quand on fait le bilan, il manque des dizaines de milliers d'euros. Ah, carrément. Ouais.
Voilà, et donc c'est pas moi qui les ai tirés. Donc j'ai pas vu parce que tu te payes tous les mois et puis je faisais pas cette partie. Aujourd'hui, la gestion, j'y fais plus attention. Mais voilà, pas vraiment en fait déçu parce que si tu veux, je Est-ce que tu as rebondis. posé des fenêtres? Tu as déjà posé une fenêtre du coup pour essayer, pour Alors, voir comment ça se passe? ouais, avec le temps, j'en ai fait. À 21 ans, je l'avais jamais Ouais. fait. Donc très Ok. difficile. J'ai appris sur le tas, je savais pas prendre les dimensions, etc. Donc ça, je l'ai appris. Et après cette première expérience, si tu veux, j'ai remonté une société tout seul qui a duré à peu près 3 ans. Et donc là, j'ai appris parce que j'avais décidé de changer de business model. Le porte-à-porte, vendre ce qu'on appelle en one-shot, aller chez les gens, on créait des opportunités qui forcément n'étaient pas forcément vraies. Hein. Il faut bien se dire que le monde de la vente, il y a vraiment les gens qui vendent au premier rendez-vous. Donc, tu as toujours une promotion, une foire expo. Enfin, ça me plaisait plus parce que les prix étaient assez élevés. Et donc, je décide de faire des devis comme tout le monde, donc de passer, de prendre des dimensions, de faire des devis. Et je me confronte à la réalité du marché. C'est-à-dire que le monde de la fenêtre, il y avait de la marge fut un temps, mais il y a eu tellement de monde à aller dedans que de manière naturelle, ça a baissé les revenus que tu pouvais en tirer. Donc, je fais 3 ans et puis je pose des fenêtres parce qu'il y a un moment donné, tu fais pas de marge. Donc, tu dis, je vais poser, je vais économiser un peu la pause. J'avais des sous-traitants qui étaient ultra sympas, donc ils m'ont appris, j'ai vraiment appris avec eux, en fait, si tu veux. Et puis, évidemment, je commençais un peu à rénover à droite à gauche des trucs. Donc, tu apprends et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Donc, ça marche plutôt bien. Mais il y a un moment donné où finalement, tu fais pas une marge folle. C'est pas un marché où tu fais autant de marge que ça. Et donc, ça bascule parce que je pars en vacances à l'étranger, au Maroc. Je pars avec la mère de mon fils. Et arrivé là-bas, je découvre une autre culture. Alors, pour un Breton comme moi, je découvre le soleil. Ça a été très dur les premiers mois. Mais moi, ma peau s'y est fait, je vous rassure. Et je découvre un monde qui me plaît. Je suis jeune, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir autre chose. Et donc, en rentrant, je me souviens c'était au moment de Sarkozy. Je parle avec mon expert comptable et puis il m'explique que le bilan va pas être bon. Que à l'époque, je gagne 3 000 euros par mois, tu vois. C'est ça aussi d'être entrepreneur. Des fois, tu es patron, mais tu gagnes pas plus qu'un salarié. Donc, l'intérêt, il est somme toute limité. Et donc, c'est aussi la différence avec l'immobilier où c'est assez récurrent. Je pense un bon point qu'on peut soulever, c'est que souvent, voilà, sur les réseaux, c'est des gens, ils disent combien ils font par mois. Bon, la plupart des humains, ils parlent pas, enfin, ils réfléchissent en tout cas par an. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, il fait 10 000 euros le mois dernier, qu'il fait 120 000 euros sur l'année. Et encore moins quand c'est 20 ou 30. Donc là, c'est pareil, ouais, peut-être tu as la grosse foire expo, puis après, il y a le chiffre d'affaires et la marge. Donc, il y a des business où c'est un peu différent. C'est ça, il y a des business où on s'y met et on se dit, bon là, je suis libre et je suis moi-même mon propre patron, mais tu gagnes pas plus que si tu étais salarié dans une société. Ce qui est le cas de la plupart des patrons en France, en fait. Hein, ils gagnent des revenus classe moyenne. Donc voilà, il y a un moment donné, je rentre et puis en parlant avec mon expert comptable, il me dit, écoute, on va faire le bilan, mais ça va être compliqué l'année prochaine, il va falloir travailler plus. Et c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy qui avait dit, travailler plus pour gagner plus. Et moi, elle m'explique qu'il va falloir travailler plus pour gagner autant. Et je lui dis, écoute, la politique, il faut jamais en parler, mais je dis, moi, c'est pas ce qu'on m'a promis à la télé, tu vois. Et donc, je réagis parfois au coup de tête, maintenant moins, et je crois que c'est l'expérience que j'ai faite sur les 10 ans, tu vois, de mes 20 à mes 30 ans, j'ai énormément appris, j'ai eu énormément d'échecs, mais j'ai surtout beaucoup appris de ces échecs. Et en 2 semaines, je me décide de partir vivre au Maroc. Donc, et tu avais été combien de temps avant? J'étais allé 2 semaines. J'étais allé 2 semaines, mais j'avais triché parce que j'ai 2 de mes meilleurs amis qui sont d'origine marocaine, qui vivent en France, mais qui étaient là-bas, on s'était vus et donc ils m'avaient aidé. Et puis j'ai pas de problème dans un lieu à aller parler avec des inconnus. Donc ça, j'adore ça et justement, je me force souvent à aller voir des gens et ça peut vous faire bizarre si vous me voyez dans un événement. Je vais voir des gens et je dis bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai fait ça, on peut parler. Et donc très rapidement, j'ai rencontré plein de gens. Et l'histoire un peu folle, c'est que je me suis dit que j'allais vendre du champagne au Maroc. Donc, je suis rentré en France, j'ai pris 2 cartes pour l'Afrique du Nord. Le champagne aux paillettes d'or, donc je ne vais pas citer la marque, ça a fermé depuis. Ça se voyait beaucoup à Dubaï, c'était une idée un peu folle. Et puis ensuite, j'ai pris le champagne le plus cher du monde. Donc ça s'appelle Burley & Croft, ça existe toujours, vous pouvez regarder sur Internet. Et du coup, je suis parti au Maroc, j'ai vendu 80 bouteilles en 2 ans.
en 1 an et demi, tu vois. Mais j'ai fait beaucoup la fête, j'ai rencontré une culture qui m'a beaucoup plu et surtout, j'ai beaucoup appris à gérer des situations compliquées parce que au Maroc, le business n'est pas du tout comme en France ou en Europe. Là, on a posé un rendez-vous ensemble pour enregistrer ce podcast. Bon, là-bas, tu poses un rendez-vous, le gars arrive 4 heures après et il t'explique bon, qu'il a eu un petit souci, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Donc, ça avance pas à la même vitesse. Très clairement, j'ai pas réussi, moi, à m'adapter à ça. Je suis trop nordiste, je pense. Ouais. C'est vrai que nous, on dit déjà la même chose De nous, entre l'Alsace et le sud de la France. Ouais, c'est ça. c'est que les gens, ils ont pas la même notion des horaires et tout. Et je pense que Non. c'est vrai. Hein. Ouais, non, voilà. Bon, c'est vrai qu'il fait beau et donc on est peut-être un peu moins stressé aussi dans des lieux ensoleillés. Nous, c'est vrai que dans le Nord, on a la réputation de travailler un peu plus parce que bon, il fait gris, donc qu'est-ce que tu veux faire à part travailler? On est au mois de juin, il fait que pleuvoir. Du coup, non, mais voilà, l'été arrivera l'année prochaine. Et donc, c'est vrai que c'était la réputation et c'est vraiment ce que j'ai vérifié. Après, j'ai énormément adoré parce que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations à des situations franchement rocambolesques. Et évidemment, je suis rentré en France parce que on peut dire ce qu'on veut de la France, on l'aime, on la déteste, on veut partir, on veut revenir. Moi, c'est un pays que j'adore, qui m'a éduqué. Évidemment, quand on est français, bah, c'est plus facile de faire du business aussi. Hein, il y a une confiance qui se fait. Donc, je suis rentré. Et puis surtout, j'avais plus d'argent. Donc, de toute façon, il fallait que je rentre. Ça, c'est aussi. Non, mais voilà, pour pas se mentir. C'est sûr que 80 bouteilles, même si tu les vends cher. Non, voilà. Donc, j'avais des économies que j'ai. On a vraiment eu une très belle vie. On a profité. Et puis, lorsque je suis rentré, bah, qu'est-ce que je sais faire à part vendre des fenêtres et de l'isolation parce que j'avais évolué un peu la gamme de services. Donc, j'ai remonté l'entreprise tout seul. Alors, je me souviens encore dans ma chambre d'adolescent parce que je suis revenu chez ma mère. Très compliqué. Quand tu n'as plus de sous, il faut savoir se reconstruire. Donc, j'ai créé un logo. Avec ta femme et ton enfant? Non, alors moi, j'avais pas d'enfant encore avec elle. Okay. Donc c'était bien. Et je crois que ma vie marocaine ne lui a pas vraiment plu sur la fin, donc elle était rentrée un peu avant moi, si tu veux ce que je veux dire. donc voilà. Donc en rentrant, on s'est recôtoyés et c'est là que nous avons eu notre enfant après cette histoire. Et donc j'ai remonté une boîte, j'ai créé un logo sur Word, je m'en souviens. J'ai imprimé mes petites cartes de visite et j'ai repris le porte-à-porte. Avec évidemment, tu t'en doutes, le couteau entre les dents, parce que quand tu rentres d'un pays où tu rentres en loser, hein, tu as perdu, tes potes, ils te disent, bah alors, t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Enfin, tu vois, je dis bien des potes et pas des amis, parce que je pense que le terme est très important de notre entourage. Et donc, bah, t'as faim. J'avais à l'époque 25 ans, je crois 26 ans quand je reviens. Donc, je recrée une boîte et je me dis, bah écoutez, je vais vous montrer que je sais faire, quoi. Et donc, tout ça, toujours dans cet esprit de tout défoncer. Je monte une boîte, ça marche bien. Première année, on doit être 5 salariés. Deuxième année, 10. Et on finit 5 ans plus tard à 42 bonhommes. Et là, le rêve s'est complètement évanoui parce que à la base, je voulais être riche et je voulais réussir. Et j'ai la sensation d'être riche. J'ai la sensation d'avoir réussi, mais j'ai pas réussi et je suis pas riche. Et je t'explique pourquoi. Quand tu as 42 salariés en France, tu fais partie des patrons, donc tout le monde te regarde comme un patron, sauf que tu es assistant social. Ton assistante, et encore moi j'avais une assistante qui travaille bien, mais elle a des problèmes. Les poseurs, ils ont enterré leur grand-mère 4 fois dans l'année, et tu leur demandes, mais en plus dans le bâtiment, c'est ça qui est non seulement gérer beaucoup de gens, c'est compliqué, mais en plus dans des métiers où il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution possible, où les gens ils ont des vies. Quand tu as des métiers simples, souvent, tu as des problèmes qui vont avec. Tu peux avoir des problèmes de... Je suppose que, par exemple, les jeux d'argent, il y a beaucoup plus de gens de catégorie d'ouvriers que de cadres qui ont des problèmes avec ça. Donc, malheureusement, effectivement, c'est compliqué. Ce que tu dis est vrai. C'est que dans le bâtiment, on a un bagage scolaire qui est peut-être un peu moins important. Des métiers difficiles aussi, des métiers difficiles. Et donc, voilà, tout ça réuni, si tu veux, fait que ça marche plutôt bien quand même, mais je suis toujours payé 3 000 – 4 000 euros par mois, quoi. J'ai une super Mercedes. Tu as des gros chiffres qui tournent, mais en fait, toi, ce qui te reste à la fin, c'est… C'est ça. Et puis, tu as quand même une clientèle dans le bâtiment que je blâme pas du tout, mais le monde du particulier en France et ailleurs, on travaille sur des maisons, c'est chez eux. Donc, je me souviens de plein d'événements, je vais pas tous vous les citer, mais un événement où j'ai un client qui déteste un menuisier parce qu'il est tatoué.
Ils sont Ok. une équipe de 4. Ils bossent super bien. Et le gars nous appelle le premier jour en nous disant, écoutez, parfait, les mecs sont là, ils ont protégé, les fenêtres vont être posées. Ça s'est bien passé, en fait, le chantier. Mais il nous dit, voilà, la personne tatouée, je ne fais pas confiance aux gens tatoués. OK. On pose Donc moi, je lui dis, écoutez, ce mec-là est chez nous depuis 2 ans, il travaille très bien. Donc, bien sûr, tu soutiens tes employés dans ce genre de conditions. Parce que les employés, tu les as encore 6 mois après, alors que le client. Ouais, et puis en plus, il méritait pas ça. Et si tu veux, Bien effectivement, sûr. Puis il ouais, avait c'est pas comme été, s'il avait il avait volé chez été, le non, client. il avait été tatoueur dans une autre vie. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup de tatouages, mais bon, je suis pas sûr que ce soit révélateur. Et à la fin du chantier, tout s'est bien passé. Ils ont tous un pourboire sauf lui. Ok. Donc, ça, c'est un truc gentil. Mais tu en as d'autres où tu as des Après, il y clients a qui beaucoup attendent. Enfin, parce que moi, j'ai habité à l'étranger, et souvent, ben, il y a du racisme, tout simplement. En fait, il y a des ouvriers Ouais, qui bien sont sûr. d'origine étrangère, et il y a des personnes qui disent, bah, enfin, si tu travailles, si, par exemple, tu habites en Suisse, bah, t'as pas le Suisse, enfin, voilà, le carreleur, c'est pas forcément le Suisse pure souche qui est venu là, parce qu'en fait, t'en trouves pas, ou le maçon, c'est Mm, pareil. Et c'est donc, ça. tu peux pas demander, tu peux pas demander à ça, et c'est un gros problème, hein, Mm, qu'il faut c'est ça. gérer et qui est compliqué, hein. Plus après, tu as Donc, tout l'aspect émotionnel de la résidence principale, des gens, ils habitent dedans. C'est vrai que quand tu fais, exactement. et puis après, on va en parler après, toi, donc tu as une boîte de courtier en travaux et tu fais pas Mm. si je me trompe pas, tu fais pas les résidences principales, tu fais que les Non, investissements. effectivement, on est entreprise générale du bâtiment et on fait que des travaux dans Parce l'investissement. que c'est Et 10 fois plus simple. bah, en fait, pour revenir, si tu veux, c'était que ça. Je gérais que des petites choses, mais 80% de ton temps est occupé par 20% de ce qui ne te rapporte pas. Mhm. Donc, on était important, ça marchait bien, on faisait les foires expo, les salons, tout ça. Donc, tu bosses, tu as une voiture en leasing, tu es content, tu prends ta carte, tu vas manger au resto. Et je pense que j'étais entouré de mauvaises personnes, des personnes à qui je sortais. J'étais jeune encore, et puis quand tu crois que tu as de la réussite, bah, tu dépenses peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait, tu vois. Et donc, bah, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que mon ex-femme, j'avais décidé qu'elle était plus à sa place, donc je l'avais un peu remerciée. J'avais des nouvelles fréquentations, des nouvelles passions, et donc je passais un peu moins de temps au travail. Et je pense que j'étais devenu, je sais pas si on peut le dire, mais je pense que j'étais devenu un con parce que la réussite, parce que tu crois que tu es meilleur. Et en une semaine, on décroît, le chiffre d'affaires plonge un peu. On faisait 1,5 million, 2 millions d'euros de travaux, tu vois. Donc c'était pas mal. On était un bon leader sur le secteur. Et le travail décroît, évidemment. Donc redressement judiciaire, hein, parce qu'il y a un moment donné, tu peux plus honorer. La marge n'est plus suffisante par rapport Bah, aux ça, charges si de tu arrives à te l'entreprise. payer que 3 4 000, c'est qu'en fait, C'est une ça. très faible baisse d'activité. Quand tu fais 1,5 million, bah voilà, si tu perds Et, 10% de chiffre, en fait, tu peux plus te payer de l'année, tout simplement. et puis je pense que profondément, jusqu'à mes 30 ans, tu vois, mon éducation a fait que mes parents gagnaient normalement leur vie. Et en fait, Mhm. si on te dit pas, tu peux gagner 10 000, tu peux gagner 20 000, tu peux gagner. Moi, je pense que tout le monde, alors ça va faire un peu gros titre, mais tout le monde peut gagner 50 000 euros par mois si tant est que tu te donnes les moyens et si tant est que tu as des personnes autour de toi qui te disent tu vas gagner 50 000 euros par mois. Tu vois. Et étant Mhm. donné que pour moi, mon standard de l'époque, c'était passer 3 000, tu gagnais bien ta vie. Passer 5 000, c'était très bien. Et alors 10 000, c'était Byzance, tu vois. Et donc, en fait, j'étais entouré de ça. Donc, redressement. Il y a 90% des redressements qui finissent de toute manière en liquidation judiciaire. Alors, si tu veux des chiffres, j'en ai plein maintenant avec la franchise. Mhm. Mais c'est une boîte sur deux en France qui va finir par fermer. Donc, c'est inéluctable. C'est comme les Donc, mariages. ouais, ouais, mais souvent, quoi qu'il y a du partage d'argent. Donc redressement. Et effectivement, c'est une période difficile parce que tu perds tes revenus, ta boîte, ce que tu as créé, ne fonctionne plus. Donc c'est aussi dur mentalement. Et donc je sors. Je me souviens qu'un soir, je sors, on fait une vente. Et quand tu es en redressement, tu es content parce que tu redonnes du souffle à ton activité. Mhm. Et donc, je sors, évidemment, je décide plutôt que de rentrer à 22 heures, il serait mieux de rentrer à 5 heures du matin, bourré, de préférence, parce qu'on est en Bretagne. Et donc, en une semaine, je perds tout. C'est-à-dire que ma copine de l'époque me dit, écoute, c'est plus possible. Je rentre à la boîte, j'étais associé avec ma maman. Elle me dit, écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête parce que ça va plus du tout. Et je dis oui, tu vois. Donc, la Mercedes en leasing, bah, elle part. Moi qui n'avais pas d'éducation financière, tu n'as pas mis beaucoup d'argent de côté.
Alors, j'avais quand même fait un immeuble de rapport de 4 lots. Je m'en étais très bien sorti puisque j'avais vendu un appartement qui m'avait payé l'opération. Donc, j'avais quand même 3 appartements, mais avec la mère de mon fils, avec qui j'étais plus. Donc, tu te doutes bien, tu as parlé de mariage tout à l'heure. Bon, quand tu décides d'aller vivre ailleurs, ben, forcément, tu déçois un peu les gens. Et donc, il y a cet orgueil qui se met en place. Et donc, j'ai pas accès au compte, si tu veux. Donc, je me retrouve sans rien. Je passe 6 mois comme ça, une traversée du désert. C'est extrêmement dur. Je perds 10 kilos. C'est un très bon régime. Moi, je vous conseille de monter des boîtes, de fermer. Et voilà, pour ceux qui veulent, je perds 10 kilos. Par contre, je décide que c'est terminé, que c'est fini. Ok. C'est fini Donc là, pour moi t'en es où? l'entre. En gros, et quand t'es rentré sous, t'as perdu ton permis? T'as fait un accident ou quelque chose? Ou Non, 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 rien. euh, Je suis rentré ouais. chez moi. Mais là, tu te regardes, Et tu te dis, punaise, bah, l'appartement était vide. Donc, tu te dis, bah, déjà, je vais être seul. Et je pense qu'on est sincèrement pas fait pour vivre seul. Mais ça, c'est mon avis. Après, je pense qu'il y a des gens qui vivent très bien tout seuls. Et je rentre le lendemain. Tu te doutes bien, quand tu t'es couché à 5 heures du matin et que tu commences à 7h30 dans le bâtiment, on commence tôt, hein, on commence à 7h, 7h30, tu vois. Bah, tu arrives au bureau, on te parle, on te dit, ça va pas. Il y a tout qui s'entremêle. On est un vendredi, tu vois. Donc, tout s'arrête. Donc, je dis, bah, voilà, on bloque tout. Donc là, tu es en procédure de sauvegarde et la société va être fermée. Et donc, c'est extrêmement dur. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais 3 000 euros de côté à l'époque. Ah Alors ouais. que je mettais pas de côté, je dépensais un peu tout ce que j'avais. Donc, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Là, en plus, il y a ce côté social qui est assez dingue. C'est-à-dire que tous les gars qui t'ont porté, tous ceux qui sont tes potes, et c'est ces gens-là que j'appelle des potes, qui te disent, moi, je peux pas dire qui c'est s'ils m'écoutent, mais je me vois arriver dans une concession où j'avais une marque de voiture assez connue, et donc évidemment, je l'ai rendue ma voiture, tu vois, et c'était un pote, hein. Donc chaque semaine, chaque week-end, on me prêtait une voiture, un cabriolet, un coupé. En fait, je pouvais changer vu que c'était mon pote. Et là, évidemment, la vie te rappelle que bah, tu n'as plus de boîte. Et donc là, je repasse en disant, écoute, je suis au fond, tu peux me prêter une voiture ce week-end, je vais aller voir une copine, je vais sortir, je vais voir des copains. Et il me dit, mais Mathieu, je peux pas. Socialement, aujourd'hui, tu n'es plus chef d'entreprise. Je peux pas. Qu'est-ce que vont dire mes vendeurs si je prête des voitures à mes copains? Là, je te prêtais parce que tu étais chef d'entreprise, tu vois. Et ça, tu as beaucoup de gens qui te tournent le dos. Notamment les mauvaises personnes. Donc ça, je les remercie de m'avoir tourné le dos. Et puis même moi, je me dis, OK, en fait, finalement, tu es peut-être que juste un faire-valoir. Et donc, je me remets beaucoup en cause. Et c'est là que j'ai deux personnes qui étaient des clients à moi, qui venaient du sud de la France, qui sont aujourd'hui comme mes parents. Hein. J'ai des parents, ils sont en vie, j'ai pas de souci avec eux, mais qui me prennent un peu sous leur aile et qui me disent, Mathieu, qu'est-ce que tu veux faire? Et je leur dis rien. Je veux gagner 3 000 euros parce que j'ai toujours ces 3 000 euros en tête, tu vois, mais je veux plus rien faire. Donc, je fais du sport, tu vois, je vis un peu, j'ai le chômage, donc il n'y a pas de souci en soi, tu as cotisé, donc je me dis, je me prends 6 mois. Et tu avais le chômage parce que tu étais non majoritaire, ça, dans la société? ouais, j'étais salarié, moi, de la société. Ok. Donc c'était trop bien, quoi. Enfin, trop bien. Après, t'as pas un chômage fou. Et il me pousse un peu au cul en me disant, voilà, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, écoutez, moi, je veux bien faire du marchandage de biens. On achète. On avait déjà acheté un immeuble ensemble qu'on avait rénové, revendu en lot. Donc, je dis, écoutez, je veux bien faire ça, mais je veux pas travailler. Je veux plus travailler. Je veux faire de l'IMO. Ça pourrait marcher, etc. Donc, on a fait en 6 mois, on s'est engagé sur 5 opérations. Un immeuble de rapport et puis des petits appartements. Et à l'époque, j'achetais, je faisais rénover et je revendais. Et à cette époque-là, ça marchait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas encore. Je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé. Et c'est peut-être ce dont on va parler après. Mais à l'époque, tu achetais, tu rénovais un appart quand c'était nickel. Tu avais peu de produits sur le marché qui étaient vraiment fraîchement rénovés, quoi. Et donc, ça marche bien. Ça dépend des. Moi, je le vois bien parce que j'ai des appartements dans des villes. Je crois l'appartement le moins cher que j'ai acheté, je l'ai acheté 750 euros le mètre carré. Et le plus cher que j'ai vendu, je l'ai vendu 13 000 euros le mètre carré. Donc, c'était pas dans la même ville, vous en doutez. Et tu vois, dans les villes chères, les apparts, ils sont tous nickel. Maintenant, enfin, en tout cas, quasiment tous. Et le 1 sur 50 qui est pas nickel, parce que du coup, souvent, en fait, c'est des gens aisés, donc ils vivent pas dans des mauvaises conditions et tout. Et le peu qui est pas nickel, en fait, il va coûter 7% de moins, ou alors que tu as tout à refaire. C'est ça. En fait, c'est ça. et donc tu as les prix du nickel. Donc c'est vrai que. Mais par contre, tu as d'autres marchés où tout. Bah, moi, j'ai une maison de famille dans les Vosges. Tu vas dans les Vosges, bah voilà, les gens, enfin, c'est un secteur où les gens, ils ont moins d'argent. Il y a beaucoup de personnes très âgées, enfin, qui sont restées là et tout ça. Donc, forcément, tu achètes des biens qui sont dans d'autres états.
Juste, peut-être tu peux nous dire, et puis après, on va peut-être plutôt basculer sur ta nouvelle vie. Voilà, t'es beau, t'es Exactement. fringant. Oui. Et Ouais, peut-être tu peux nous dire, est-ce que, à ton avis, en gros, ta société de l'époque, elle était plus ou moins mornée du fait du secteur et il n'y avait pas de marge, ou alors tu avais trop d'employés, ou c'est- c'était, je ouais, pense. c'était. Est-ce que si t'as dans le, après t'as flambé de l'argent forcément, mais après c'était plutôt le côté perso. Je pense que tu travaillais quand même beaucoup, donc. Hmm. Je pense qu'honnêtement, il y a vraiment aujourd'hui pas d'école pour te former à monter des entreprises. Donc l'éducation financière en France, on t'apprend à faire 1 + 1 = 2 et ça s'arrête un peu là. Donc je pense réellement que ce que j'ai manqué, c'était pas d'ambition, c'était réellement d'encadrement, d'éducation financière à mettre de l'argent de côté. Certainement pas assez longtemps, c'est-à-dire qu'au départ ça marchait très fort et donc on avait des liquidités mais qui ont été immédiatement réinvesties, pas ou peu de financement bancaire. Et évidemment, tu arrives à la fin avec du financement bancaire. Et aussi des conseils où, en France, je me souviens, et je me souviens encore de mes experts comptables, maintenant, ils n'ont plus tellement leur mot à dire, mais avant, tu sais, avant le bilan, en France, parce qu'on est taxé, beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs disent bah, je dépense à la fin de l'année parce que je ne veux pas payer d'impôts. Et au Hmm. lieu de caver et d'accepter de payer de l'impôt, parce que l'impôt, on ne le découvre pas à la fin de Hmm. l'année. On sait qu'on se fait tondre. Je sais que j'aide à rénover le bitume en France et à payer l'école pour des enfants qui ne sont pas les miens. J'en ai qu'un, moi. Mais j'ai accepté maintenant. Mais Et ça, je me ça souviens qu'elle est. c'est ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est plutôt aussi la communauté de communes, le mec qui est en charge des voitures et de. Mais après, non. Mais ça, Mais après, très faut dire sur la certainement. société, c'est assez facile. Enfin, entre guillemets, voilà, on connaît les taux. Tu peux faire des situations intermédiaires. Bon, ok, t'as des. C'est ça. C'est plutôt le montant des prélèvements. Parfois, t'es un peu surpris. Enfin, tu pensais pas te faire prélever maintenant et tout. Mais en gros, Mm. les montants, on peut les connaître assez Mais facilement si ta compta elle est correctement tu, tenue. tu vois, aujourd'hui, alors ça a changé, mais au-dessus de 35 000 euros, tu payais plus cher. Donc, on Hmm. faisait tous en sorte, et je me souviens, quand je dis tous, c'est tous ces petits chefs d'entreprise-là, on fait tous en sorte d'être en dessous le seuil pour éviter de payer 10% de plus, tu vois. Hmm. C'est un compte d'apothicaire. Et il faut le dire. Et tous les experts comptables en fin d'année te disent bah, achetez un camion, faites ça, vous pourriez acheter une Hmm. nouvelle machine. Mais non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, je suis à l'euro près. Je paye mais des tonnes d'impôts, que ce soit sur les prélèvements sociaux, sur mon salaire, etc. Mais par contre, je fais de la trésorerie, je mets de côté, je fais attention et la fin d'année n'est pas pour moi un moment où je dépense. J'accepte de payer et en fait, je m'en porte beaucoup mieux. Mais j'ai pris 10 ans à comprendre que Hmm. finalement, C'est un peu le comme les temps, 3 000, 5 000, 10 000 euros dont tu parlais avant, c'est les ça, seuils. C'est sûr que. c'est ça. Et puis, j'avais appris que voilà, la publicité et tout ça, fallait plus le faire comme ça. J'ai vraiment pris une claque, tu vois. J'étais Hmm. peut-être dans l'ancien monde à 30 ans. Et à 31 ans, comme ça, on va pouvoir faire la jonction entre les deux. Lors d'une visite d'un appartement que j'ai rénové, je tombe sur ce qu'on appelle un chasseur immobilier. Alors, je suis pas sûr, il n'a pas un vrai fusil. Hein, Hmm. il cherche, et c'est là que je découvre ce monde-là. Moi, j'avais investi, et pour moi, et tu vois, croyance limitante, les travaux, c'était chez les particuliers, dans la résidence principale. Et les investisseurs, c'était forcément des gens qui voulaient gratter de l'argent, qui voulaient payer tout moins cher et faire peut-être des travaux de basse qualité. Croyance limitante totale, tu vois. Et donc, j'ouvre un appartement que j'ai à la vente. Et ce chasseur me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire la même chose moins cher? Ah, tu vois, ça se confirme quand même. Il voulait moins cher les travaux, il était trop cher l'appartement que je vendais. Et donc, il me demande si je peux faire la même chose pour ses clients. Parce que je lui explique que je suis marchand, que je Hmm. rénove. Et donc, il me dit, OK, en termes de décoration, c'était plutôt cool. C'est un peu les fondamentaux de Rent Company. Et donc, il me dit, est-ce que tu peux faire la même chose pour des clients? Alors, évidemment, tu t'en doutes, après ce que je vous ai dit sur mon histoire avant, pour moi, travaux, c'est impayé. Pour moi, travaux, c'est compliqué. Pour moi, travaux, il n'y a pas de marge. Je n'ai pas envie d'avoir une nouvelle société. Donc, je lui dis, bah, écoute, moi, je veux bien, mais c'est mes conditions. Et mes conditions, ce sera ma décoration, ça sera le délai. Il faut un délai important. Et ça sera des moyens de paiement échelonnés. Et comme ça, je suis sûr d'être payé à la fin. Tu vois, je suis marqué, hein, évidemment, je sors Hmm. d'une période dure. Et donc, en fait, c'est là qu'est né De Rent Company à Saint-Brieuc, parce que sensiblement, je pose les premiers fondamentaux de ce qu'est De Rent Company aujourd'hui, sans le savoir, en mettant en place des règles. Donc, les premières règles que je mets, c'est la déco, je te l'ai dit. Donc, ça sera ma Hmm. déco. Donc, je leur laisse, évidemment,
je peux pas, je n'impose pas les choses aux gens, c'est pas ma façon de faire. Mais ça sera, je pars du principe que un appartement, pour moi, rénové, il est isolé, les fenêtres sont changées, d'accord. L'électricité est refaite si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, on refait pas. Mais à minima, on change l'appareillage électrique, c'est-à-dire qu'on met des boutons neufs quand même si l'électricité est propre et que tu as des boutons qui ont 20 ans, ça fait quand même vétuste. Enfin, c'est pas franchement, cher en plus. Enfin, c'est vraiment le moyen. Je pense que changer les interrupteurs, c'est le moyen le moins cher de Mais oui, donner un coup complètement. les poignées de porte et les interrupteurs, tu fais ça. Alors, Et les poignées de porte, tu réponds parfaitement, on les change systématiquement. Et je dis, voilà, les sols, ça sera refait. Les peintures, pareil, moi, j'aime que les murs soient ratissés. Alors, on y est revenu un peu maintenant parce que, évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire qu'on détapisse et on remet du plâtre sur les murs originels. Donc, ça coûte un peu plus cher, mais je trouve que c'est plus joli que de mettre des toiles à tisser, là, tu sais, ces vieilles toiles, ça fait cache-misère. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Et puis, on changera la cuisine. Bien sûr, je leur laisse un choix. Je dis les sols stratifiés, il y a 5 choix, mais c'est toujours le même produit. Dans les salles de bain, à l'époque, je dis il y aura 3 choix, beige, noir ou blanc, tu vois. Mais ce sera toujours le même produit. Comme ça n'influence pas la qualité de la finition. Et pareil, dans les cuisines, tu sais, dans les cuisines du monde de bricolage, les caissons sont blancs, mais tu changes les façades, tu mets une noire, une verte, une rose. Sensiblement, ça vaut quelques euros de différence, mais ça ne va pas influencer le chantier. Donc, je pose ces fondamentaux-là. Les délais, je dis, voilà, minimum, ça sera 6 mois de délai. Ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, mais à l'époque, je n'avais pas autant travaillé les délais que maintenant chez Dorent. Donc, ça sera 6 mois de délai minimal. Si je suis en retard, on tolère un mois de retard. Et puis après, je paierai la moitié des loyers. Je le dis en rigolant. Et c'est aujourd'hui, je vais t'expliquer l'offre après chez nous. C'est un des fondamentaux. Donc, je ferai un cahier des charges, je ferai un plan, et puis quand on aura fait le plan, on ne bouge plus. C'est-à-dire que vous avez fait vos choix, on ne revient pas changer après, parce que c'est ingérable, tu vois, avec des équipes. À l'époque, je commence qu'avec des sous-traitants. Hein. Je rappelle que je suis pas argenté. Et donc, on en fait un comme ça. Très rapidement, je vois que je suis pas assez cher, donc j'augmente mes tarifs. Aujourd'hui, Dorent Company est plutôt sur un positionnement moyen haut de gamme en termes de tarifs, d'accord. Et je vois que ça marche parce que la première année, j'en fais 10 ou 15, tu vois. Donc, ça marche bien. Les clients sont contents parce que j'ai donné… Et là, les clients, c'est qui tes clients? C'est des investisseurs, c'est des futurs investisseurs, c'est des gens qui ont déjà les biens, c'est des agents, les chasseurs immo. En fait, à cette époque-là, je travaillais avec des chasseurs immobiliers. Donc, on vient me prescrire des clients. Donc, tu as ce que j'appelle les néo-investisseurs, les nouveaux investisseurs. Hein. Donc, c'est les premières fois qu'ils investissent. Et à côté de ça, tu as des investisseurs chevronnés. Donc, je fais mes armes avec un mec qui achète un immeuble. Je fais mes armes avec quelqu'un qui achète pour sa première fois une colocation, puisque c'était la grande époque de la colocation en 2019. Hein, je rappelle, on était sur la fin de la colocation, même si ça marche encore dans certains endroits en France, mais il y en avait beaucoup de fêtes. Donc, j'apprends comme ça. Et à cette époque-là, j'ai fait énormément de vide autour de moi. J'ai appris qu'il fallait s'organiser. Alors, comment, je ne sais pas, très honnêtement. Je l'ai appris, mais comme ça, tu vois. C'est vraiment venu, je me suis dit, voilà, il va falloir optimiser au mieux. Je n'avais pas optimisé avant. Donc, je commence à vouloir un peu mettre des règles, alors que je suis tout seul. Donc, c'est facile bien, à faire. Parfois, c'est ce qu'il faut. Hein, c'est partir sur les fondements et après, tu gagnes beaucoup de temps. Et donc, ça marche comme ça un an. Là, je commence à bien gagner ma vie. Donc, c'est-à-dire que les 3 000 € sont déjà derrière moi. On commence à me demander ailleurs. Et c'est là que je rencontre mes 2 premiers associés. Alors, je ne les rencontre pas parce que c'était un de mes meilleurs amis au Mans et puis quelqu'un qui était comme mon parrain à Quimper. Où là, on me dit, tiens, tu ne peux pas faire ça ailleurs. Je dis, ouais, mais moi, je m'étais promis de ne pas trop travailler, tu vois, à l'époque, quand j'avais tout perdu. Ça, tu avais 42 employés, quoi. Ouais. Donc, tu vois, je m'étais dit, je voulais pas revenir à cette époque-là. Donc, je dis, OK, mais je monte en succursale avec des associés. Donc, on ouvre Quimper, on ouvre Le Mans. Et évidemment, les premiers problèmes arrivent, puisqu'il faut que tout le monde ait ma vision. Il faut qu'on puisse chiffrer facilement. Et dans la même période, je rencontre quelqu'un qui est développeur informatique, qui est le fils d'un de mes associés. C'est marrant ce que tu dis. J'avais écouté, il y a un podcast qui est connu, Guerre de Business, et c'était sur… je crois que c'était Burger King versus McDonald's, et ils expliquaient qu'au début, le gros problème de la franchise, c'était que les restos franchisés, pour nous, ça nous paraît fou, mais en fait, ils vendaient autre chose. Ils faisaient, par exemple, des côtelettes, des trucs qui avaient rien à voir, genre dans un McDo, des trucs qui avaient rien à voir avec le McDo. Pour nous, ça nous paraît fou maintenant.
C'est Mais ça. c'est vrai qu'à l'échelle de ton produit là, dont tu as expliqué, en plus le bâtiment, c'est pas standardisé. Les appartements, ils ont pas. Donc là, Non. tu as dit quand même les produits, tu les as plus ou moins standardisés des salles de bain. Mais en fait, le reste, hein, chaque appartement est différent. Mais Comment ils si sont tu veux, moi, agencés, l'état depuis, duquel tu pars et tout ça. Donc c'est sûr que c'est compliqué ça. Ouais. depuis que j'ai créé Façon de Rent Compagnie, honnêtement, on en découvre tous les jours parce que le bâtiment, je pense qu'à l'époque romaine, il y avait déjà le frère de César qui devait acheter des appartes et les louer, tu vois, d'une manière ou d'une Mhm. autre. Hein. Sauf que le bâtiment, aujourd'hui, on est encore à l'âge de pierre. C'est-à-dire que on n'a rien pour travailler. Donc, à l'époque, quand je découvre ce développeur informatique, pour moi, l'application, c'est Blablacar, c'est Uber, c'est des grosses boîtes. Et cette personne me dit, mais Mathieu, moi, je peux te faire la même chose. OK. Donc, on a commencé comme ça. Donc, évidemment, bah, tu prends problème après problème. Et un des points les plus importants, je pense, pour travailler dans le bâtiment, c'est que tu as 50 000 logiciels. C'est-à-dire que tu as un logiciel de gestion commerciale, tu as un logiciel pour les plans, tu as un logiciel parfois pour faire tes factures, et tu n'as rien qui est relié. Donc, moi, à l'époque, je faisais des cahiers des charges. On a commencé sur PDF. Après, on était sur PowerPoint parce qu'on met des vidéos dans nos cahiers des charges, etc. aujourd'hui, tu vois. Sauf qu'un PowerPoint, il pèse 2 gigas. Donc, quand tu dois Mhm. l'envoyer, tu l'envoies par WeTransfer. Et en fait, tu passes ton temps. Alors, le client, je vais plus loin dans ma démonstration. Le client est parti en vacances, il te rappelle 2 semaines après. Vous pouvez me renvoyer le WeTransfer parce qu'il marche plus. Ouais, Ah, ça tu te dure dis, qu'une semaine. attends, tu peux Et après, pas, c'est tu peux pas, pareil. tu Toi, peux t'es pas en vacances, scaler t'as les pas envie choses. de recevoir un. Moi, je voyage beaucoup. Je peux envoyer un fichier de 2 gigas quand je suis en partage de connexion en C'est Argentine, ça, quoi. tu vois. Donc, tu vois, on prend le problème à bras le corps et je me dis, OK, je vais créer un logiciel qui va m'aider à optimiser chaque seconde de ma vie parce que je sais que c'est une bonne idée. Parce que quand j'arrive avec des clients et que je chiffre rapidement, à l'époque, je chiffrais déjà rapidement, mais à la main. C'est-à-dire que je m'étais mis tout de suite l'engagement avec les investisseurs sur un marché en 2019 qui était hyper concurrentiel. C'est-à-dire que tu avais des taux bas, tu achetais facilement, même si tu n'avais pas forcément beaucoup d'argent de côté. Donc, l'engagement que j'avais avec mes prescripteurs, c'est de chiffrer dans la journée un tarif engagé. C'est-à-dire qu'on visitait, on faisait une vidéo, on la fait toujours, on explique ce qu'on fait, on projette ce qu'on va faire et on chiffre en conséquence. Après, si le client veut rajouter une chambre, si c'est un immeuble, il veut rajouter un appartement, en retirer un, bien sûr, on peut revoir dans un sens ou dans l'autre, mais il faut figer une situation pour avoir quoi? Quand tu es investisseur, qu'est-ce que tu veux? Le prix d'achat, le prix de négociation, les frais de notaire, évidemment, le prix des travaux, et puis le taux d'intérêt. En fait, Et c'est après, ça, vu que la plupart des travaux sont empruntés, en fait, c'est ça, t'as pas de marge. Les montants des travaux peuvent être tellement importants que tu peux pas vraiment te permettre d'avoir un surcoût de 30 000 euros, par exemple, non, qui peut vite complètement. arriver. Mais en fait, et puis parfois, c'est un peu le problème quand tu es investisseur et dans plein d'autres aspects de la vie, c'est que tu es Mm, responsable de rien dans l'erreur, mais après, elle te retombe dessus et c'est toi qui dois gérer exactement. avec. Et c'est ça, Et si, puis, si ton c'est artisan il dit c'est pareil. plus cher, sinon j'arrête. Bah oui, Toi, t'as l'emprunt qui part, t'as la taxe foncière, t'as les charges et tout. Donc, yes. exactement. Donc, tu vois, donc, à cette époque-là, on avait ce problème-là. Et je vais accélérer du coup un petit peu. Du coup, si tu veux, on pose tous ces fondamentaux, on développe un logiciel, on passe 2 ans et demi comme ça à travailler, dur, pas de financement bancaire, aucun financement, on est entièrement en fonds propres. Et on crée petit à petit un cahier des charges, une façon de travailler, des valeurs d'entreprise, des valeurs par rapport aux clients. Donc ça marche bien, Quimper, Le Mans, on ouvre à Rennes, on ouvre à Niort, également en succursale. Et je commence à pouvoir dupliquer les choses. Je me dis, tiens, c'est cool parce que ça marche bien. Sauf qu'encore une fois, tu t'analyses et tu dis, qu'est-ce que je peux améliorer? Et l'amélioration, c'est que j'ai pas 50 000 potes en France qui veulent ouvrir une boîte de bâtiment. Et je peux pas m'associer avec tout le monde parce que je me rends compte déjà qu'avec j'ai une vingtaine d'associés en France, c'est ultra compliqué parce que tu peux pas être partout dans tes boîtes, quoi. Et donc, je me dis, OK, le succursalisme, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on a déjà déployé un outil. Et l'outil, tu vois, on recherche le bien. Donc, on n'est pas chasseur immobilier, on est entreprise générale du bâtiment, mais on s'est mis en sourcing de biens pour éviter de visiter la moitié des trucs tout pourris des villes, tu vois, et qui ne donneront pas de rendement. Donc, on visite en amont, on se fait apprécier des agents immobiliers parce qu'on chiffre dans la journée. Donc, le logiciel nous permet de chiffrer ça. On fait une vidéo du projet, on s'engage sur le prix, puisque le prix qu'on te donne, il est valable 6 mois. D'accord? Donc, si tu t'engages, il est valable. L'année dernière, je peux t'assurer que ça a été compliqué avec l'inflation, puisque les tarifs qu'on avait donnés, on les a tenus pour nos clients et on n'a pas fermé nos entreprises pour autant. Donc, ça, c'est important.
Derrière, on fait un devis qui passe à la banque avec l'ameublement, puisqu'on fait travaux et ameublement, puisqu'aujourd'hui, le LMNP est quand même encore bien développé. Au-delà des devis, ensuite, on fait nos dossiers chez nous. Donc, tu vois, on monte les cahiers des charges. On va faire des photos, des vidéos pour bien montrer à notre client, investisseur, comment ça va se passer et pas avoir de mauvaises surprises, tu vois. Ensuite, on fait les commandes de matériaux chez nous. Donc, en interne, dans le logiciel, on a interné la commande du parquet, par exemple, chez notre fournisseur, du placo. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement. On gère nos marges, on gère nos prix de sous-traitance si on sous-traite ou les prix qu'on doit donner à nos salariés, entre guillemets, enfin, le salaire qu'on doit payer à nos salariés. On fait la tenue de compte, on fait les factures dessus. On fait les rapprochements entre nos clients investisseurs et les produits maintenant qu'on trouve partout en France, tu vois. Donc, en fait, c'est tout ça, en 3 ans, on développe ça, tu vois. On prend du temps. Moi, je passe à peu près 15 heures avec les développeurs par semaine, d'accord, à tester des nouveautés, à tester le futur de l'évolution. En fait, on est toujours en bêta, si tu veux, tu vois. Et là, dernièrement… Puis tu rajoutes des fonctionnalités à chaque fois, je suppose. D'abord, c'était le chiffrage de Et en fait, travaux. si Après, tu veux, on a développé après en franchise et on avait un problème, c'est qu'on faisait toujours la même chose. On avait standardisé les choses. Donc, on avait des clients qui nous disaient, on a un client, le problème, il a acheté 5 immeubles avec nous. C'est un bon problème, tu me diras. Sauf qu'il dit, Mathieu… Il y a 20 apparts pareils, ouais. Ça. Ouais, il me dit, j'ai à peu près toujours les mêmes apparts. On me dit, t'inquiète pas, ça va arriver. Et là, on a lancé ça il y a 15 jours. Et donc là, pareil, nous, pour l'instant, on n'a pas encore de concurrents complètement. On n'a pas notre McDo à nous. Je préfère être Burger King d'ailleurs que McDo en termes de communication. Mais on n'a pas encore notre McDo. Et on s'est dit, ouais, la standardisation, certains vont commencer à la sortir. Donc on s'est dit, on va un peu pimper le truc et on va faire mieux que ça. On a sorti un espace client il y a 2 semaines maintenant. Et donc, quand tu es client, tu as le prix des travaux, d'accord ? Tu sais que tu vas avoir un appartement, ça te coûte tant, le tarif est engagé. Après, je vais te parler de notre offre. Et là, tu peux venir, en fait, dans ton espace client, faire des options, comme chez Audi, pour comparer. C'est-à-dire que chez Audi, tu as une voiture, je vais dire une bêtise, à 50 000 euros. Et après, si tu veux des jantes en 20 pouces, des trucs énormes, du cuir à l'intérieur, et ben en fait, on a fait la même chose dans le bâtiment. C'est-à-dire que nous, tu as nos standards. Donc, tu choisis la couleur dans ton salon, tu choisis la couleur de ta cuisine, la couleur de ta salle de bain, la couleur de tes parquets. Ça, c'est dans le prix. OK ? Et si maintenant, tu veux personnaliser les choses, là, on a rentré presque 500 options. Pour l'instant, on en rentre encore tous les jours. On a rentré du Roomba, on a rentré du Samsung, on a rentré des cadres, tu vois, plutôt fluo. Là, on a parlé, je ne sais pas si on parlera d'une chapelle tout à l'heure, mais tout ce qui est atypique, on est en train de rentrer des beach rooms, des ciné rooms. Et en fait, tu vas pouvoir prendre en option directement et personnaliser ton bien. Donc, le vidéoprojecteur, les pop-corn, le plaid, on a rentré 50 lustres différents de designers, tu vois. Et en fait, tu viens personnaliser en direct live ton projet et ça te permet en fait de personnaliser ton bien et de ne plus jamais avoir le même bien que les autres, alors qu'on a standardisé. Et pourquoi on peut faire ça ? Parce que vu que nos commandes sont gérées par notre logiciel, et bien en fait, quand tu viens faire une sélection, ça vient le chiffrer directement chez nous et on ne peut pas se tromper. Et moi, je voulais pas que l'optionnel soit problématique chez nous. Donc, on a beaucoup travaillé l'opérationnel et maintenant, ça nous permet d'offrir des services comme ça aux clients. Et c'est quoi ? Comment vous avez sourcé des fournisseurs qui proposent ces options ? Exactement. On travaille avec tous les fournisseurs en France. On source tout notre ameublement. On n'est pas partenaire de sociétés qui font de l'ameublement clé en main. On source tout nous-mêmes. Alors, ça peut être Atmosphera, Ikea, Bobo Chic, La Redoute. On travaille avec tout le monde pour personnaliser au mieux les appartements aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. C'est que honnêtement, ça permet de sortir. C'est comme chez Apple, en fait. Quand tu commandes un MacBook, tu peux rajouter des gigas, tu peux rajouter l'écran plus grand, tu peux… Et pourquoi on a développé ça ? Parce que comme je t'ai dit, dans notre offre, donc on chiffre, on a un engagement du prix, on a un engagement de délai. Donc, si on est en retard, on vous reverse la moitié des loyers qui ne sont pas perçus. Donc, on n'a pas intérêt d'être en retard. Alors, il y a des tolérances. Il y a 3 tolérances. Il y a des tolérances d'été, d'hiver, parce que la France s'arrête. Et franchement, même le mois de mai, on pourrait en mettre aussi. Il y a des tolérances d'1 mois par tranche de 6 mois et des tolérances si on a des fenêtres sur mesure. Mais passé ces tolérances, on reverse la moitié des loyers, hors atypique aussi, parce que je ne veux pas qu'on vienne le sortir du contexte. La Love Room à 8 000 euros, donc 4 000 euros par mois. La Love Room à 8 000, si tu veux. Alors, très honnêtement, nous, en plus, sur les projections de loyer, on est honnête et puis on laisse notre clientèle ou nos prescripteurs faire ce travail-là. Nous, on est vraiment comme la Suisse. Tu parlais de la Suisse tout à l'heure. Moi, je gagne ma vie sur les travaux. Donc, que le client achète un immeuble A, B ou C, je m'en fiche, entre guillemets, et j'essaye surtout de ne pas le convaincre de quoi que ce soit. C'est-à-dire que on lui donne un état de fait, combien ça vaut, on lui donne les plus-values latentes, etc. Ça se fait automatiquement avec notre logiciel. Mais s'il achète l'immeuble A, c'est parce qu'il préfère. S'il prend le B, c'est parce qu'il aura son envie aussi. Et on laisse toujours vérifier les loyers, si tu veux.
Mais effectivement, en atypique, bon, bah, quand tu ne loues pas, tu ne perds pas 8 000 euros. Alors, 8 000 euros, en plus, ça serait une très belle love room. Mais on oublie vite l'énergie que ça coûte, etc. Donc, en fait, on le met au départ. Et si tu veux, on a une deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un système où on prélivre nos chantiers. C'est-à-dire qu'on invite le client à venir dormir chez lui. On a vérifié, on a une checklist en interne. Il vient dormir chez lui, il teste le bien. Et ensuite, il nous paye à la remise des clés. C'est-à-dire qu'on fait une pré-livraison avant la vraie livraison, si tu veux. Et on a des abacs, c'est-à-dire que on doit tolérer, malheureusement, on est en 2024, la main-d'œuvre, c'est plus compliqué qu'avant, il ne faut pas se mentir. On n'est pas parfait, c'est pas du tout ce que la personne qui m'écoute veut, que je veux qu'elle comprenne. On fait du mieux qu'on peut et surtout, on a des abacs. Donc, on a un joint peut être mal fait sur 100 mètres linéaires de plainte, par exemple. D'accord. On doit tolérer des petites choses comme ça. Par contre, la cuisine qui est mal posée ou qui n'est pas posée à niveau, ça, pour nous, c'est rédhibitoire. Donc, on le refait systématiquement, on ne fait pas de remise. Pourquoi? Parce que la remise, elle est facile. Je t'offre 500, 1000 euros de remise sur ta cuisine. Le premier jour, tu es content en tant qu'investisseur. Tu as gagné 500 euros ou 1000 euros. Sauf que 2 jours après, ta cuisine n'est toujours pas droite. Et elle ne sera jamais droite. Puis le jour où tu revends, ça se voit. Le jour où tu revends, le jour où tu loues, on te dit, tiens, la cuisine n'est pas droite. Donc au début, tu te dis, bon, ouais, mais de Rent, ils m'ont fait un cadeau, ils m'ont fait 500 ou 1000 euros. 3 ans après, tu as déjà oublié, tu as gardé. Tu vois, donc tu sais. Et après, ça ne fait pas de la bonne pub, ça. Ça fait pas de la... C'est ça. Ça fait pas de la bonne pub. Donc, du coup, on tolère pas la malfaçon, on refait. Tout n'est pas bien fait. Je veux pas passer pour un gourou. Nous, on est les meilleurs, les autres sont nuls. Pas du tout. Mais c'est ultra propre et on fait du mieux qu'on peut, tu vois, pour livrer les bonnes choses, en tout cas. Et ça nous a plutôt... J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que, du coup, en fait, est-ce que tes clients, ils te payent vu qu'ils n'ont pas encore le bien, en fait? Est-ce que parce que sinon tu as le risque d'avoir un client qui va jamais acheter, qui va te faire venir 10 fois. Comment ça se passe en fait? C'est comme les notaires, tu payes que à l'acte. Ouais, vu qu'on source en fait en amont, on fait signer nos devis en fait avec des clauses qui sortent évidemment s'ils n'achètent pas le bien. Et donc nous, ça nous permet de travailler en amont. Par contre, effectivement, il y a une vraie relation de confiance avec nos clients. Puisque, si tu veux, on n'a pas de mandat de recherche. On n'est pas une société de clés en main. On est une société de travaux. Moi, je peux t'appeler et je peux te dire, je suis en train d'hésiter à acheter un appartement. Exactement. Là, quand est-ce que tu peux venir? Toi, tu m'envoies quelqu'un et il me fait déjà le chiffrage. Exactement. On te fait le chiffrage entre 15 minutes et une demi-journée. Ça dépend le temps que... Mais tu as quelqu'un qui vient sur le chantier. Exactement. Sur nos secteurs où on a développé, il y a quelqu'un qui vient. On se déplace toujours. On ne peut pas faire à distance. Bien sûr. Mais quand c'est encore mieux fait, logiquement, tu as reçu une vidéo de chez nous, où tu as reçu une vidéo d'un partenaire à nous, un prescripteur, qui t'a envoyé le bien. Généralement, si tu veux, on a très peu de clients qui trouvent eux-mêmes les biens, parce qu'on se rend compte que les investisseurs, alors ceux qui connaissent, on en a quand même quelques-uns, ceux qui connaissent, ils nous appellent, il n'y a pas de sujet. Mais souvent, les néo-investisseurs, ils vont te faire visiter ce qu'il y a de moins cher sur le marché. Et parfois, même si on te donnait le bien, il ne serait pas rentable. Bien sûr. Quand tu as des grosses charges, quand c'est des quartiers sensibles, puis, comme on dit, et puis quand tu as l'optimisation des espaces, tu vois, on a aujourd'hui dans les centres-villes beaucoup d'ABF, des architectes des bâtiments de France. Donc parfois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'ai vu des plateaux de 500 mètres carrés, tu as une fenêtre. Je dis, mais OK, vous achetez même 1 euro le mètre carré, on va y mettre entre 1000 et 1500, 1600 euros de travaux quand il y a des studios ou des T2 avec l'ameublement du mètre carré, mais tu n'es pas au prix de marché et en plus, tu n'as qu'une fenêtre qui ouvre sur l'extérieur. Donc, tu vas faire un studio de 500 mètres carrés. Donc, effectivement, parfois, c'est bien souvent le cas, on arrive sur des trucs où il y a trop de travaux, où c'est un peu trop cher et même s'il n'y a pas beaucoup de travaux, ça ne colle pas, tu vois, et ce n'est pas optimisable. Donc, c'est vrai que souvent, on a quand même des forts partenariats avec des agents immobiliers. Donc, ça nous permet aussi d'avoir accès à des biens plus facilement. Et puis, parfois, on visite des biens qui restent 6 mois, 1 an sur le marché. Et à un moment donné, ce qui est facile, c'est quand tu leur dis il y a 150 000 euros de travaux aux vendeurs, tu dis c'est pas le prix de marché à la sortie. Donc de toute manière, nous c'est factuel, le prix de travaux il est pareil partout en France, donc tu es trop cher. Le prix du marché il l'est pas, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on achète au chiffrage des travaux. Et la deuxième question que j'ai, on en avait parlé. Il y a eu au moins un gros scandale au cours des 12 derniers mois sur les sociétés d'immobilier clé en main. Donc ça a été
ça a été très en vogue. Et moi, j'ai un invité, d'ailleurs, il est toujours là. Je pense qu'il est très honnête sur le sujet. Mais c'est quoi qui a pêché et comment tu dirais que donc vous, je pense que moi, je suis même pas passé par eux, mais donc eux, ils achètent vraiment, enfin, ils te proposent tout le package. Vous Mm. avez aucun lien si ce n'est de proposer, je suppose, le bien aux acheteurs. Vous faites pas de Mm. marge sur les là-dessus. Et c'est quoi qui a pêché chez eux, tu dirais, et comment, pourquoi ça pêche, enfin, Ouais. alors, le risque zéro n'existe pas, mais pourquoi chez vous ça arriverait pas, ou Mm. pourquoi éventuellement Alors, ça arriverait, mais ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Ouais. fondamentalement, si tu veux, je pense que déjà leur business model n'était pas bon. Et je pense qu'il faut mieux être spécialiste dans un domaine que généraliste dans tous les autres. Donc, nous, effectivement, comme tu l'as dit, on peut sourcer des biens, mais on va les présenter à des clients ou à des prescripteurs et ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas de mandat de recherche, on n'est pas payé sur la recherche, entre guillemets. On gagne notre vie sur les travaux, on sait les optimiser, on sait faire de la marge dessus. Et il y a aussi une autre boîte de travaux qui a fermé aussi dernièrement. On est sur fonds propres. C'est-à-dire qu'on paye tout à la commande. Tous les matériaux qui sont livrés aujourd'hui, à l'heure où on discute, sont livrés, payés à nos fournisseurs. Donc, en fait, on passe 6 mois au démarrage des entreprises locales à faire de la trésorerie, à payer comptant, d'accord. Et on ne fait que ça. C'est-à-dire que moi, ma vie aujourd'hui est régie par la recherche de gagner 50 centimes d'euros sur le parquet parce qu'on en pose peut-être 30 000 mètres carrés. Donc, vu que j'optimise mon temps, le logiciel qu'on a créé nous optimise et nous analyse. Donc, on sait gagner Parce que là-dessus. tu poses le même parquet partout en France. Exactement. Ok. Exactement. Donc là, Maintenant, tu es sûr du sourçage, tu es sûr du prix, tu es sûr je que suis ça sûr de la plaît. pause, je suis sûr de la marge que je fais. Maintenant, avec notre espace client et les options, évidemment, le but, si tu veux, on avait un problème, et je peux le dire honnêtement. Nous, notre taux de travaux supplémentaires, c'est ce qu'on appelle les TS dans le bâtiment. On a un gros problème, et je vais vous dire lequel c'est. On fait 1,84% sur 25 millions d'euros de chiffre d'affaires de travaux supplémentaires, ce qui n'est pas du tout la norme dans le bâtiment. C'est plutôt 10%. Okay. D'accord ? Le problème qu'on a, c'est qu'on chiffre tellement finement qu'aujourd'hui, on ne vend rien en plus. Il arrive avec de nombreux clients qu'on ne leur donne pas de travaux supplémentaires. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise dans le bâti. On fait très attention, notamment en Bretagne, avec du parasitaire, par exemple. On a des termites vers Niort. Dans le sud de la France, ce sera peut-être l'assèchement des sols ou des choses comme ça qui font qu'on fait gaffe. Mais si tu veux, l'espace client a été fait aussi pour que nos clients puissent se faire plaisir. Donc, on est tellement dans l'analytique qu'on fait très attention à ça. Maintenant, je pense que ce qui a été difficile dans leur business l'année dernière, c'est d'une, la raréfaction des biens, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc, nous aussi, on a une clientèle maintenant qui est beaucoup plus CSP+, qu'auparavant parce que ils ont les moyens d'acheter. Et on a peu de salariés. Et c'est moins cher, hein, vous pouvez acheter. Hein. Si vous pouvez acheter, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, moi, voilà, tout ce que je vais pouvoir prendre, je vais le prendre, bien entendu. Donc l'année dernière a été très difficile. L'inflation, nous, on a perdu 5% de marge. C'est énorme parce que les prix ont explosé l'année dernière. Ça ne baissera pas, pour pas faire l'oiseau de mauvais augure. Je pense que ça ne baissera pas autant. Donc, je pense que c'est ça, cette boîte, le problème qu'ils ont peut-être eu, c'est de vouloir un développement surproductif à un moment donné, de tout centraliser, d'être 100% salarié. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, nous, notre différenciation, c'est qu'on a ouvert en franchise l'année dernière. On a ouvert 13 franchisés. Là, on est pour l'instant sur 16 ou 17 secteurs. On a beaucoup vers le Grand Ouest, puisque forcément, je crois qu'on a un réseau plus fort ici. Mais on est quand même à Beauvais, à Saint-Quentin, à Béthune. On vient d'ouvrir à Aix-en-Provence. On va ouvrir à Gap. On a ouvert à Dax, Pau, tu vois. On va jusqu'à La Rochelle, Le Mans. Donc, on a plutôt un bon développement. Mais on a un fonctionnement de petites entités. C'est-à-dire que c'est comme plein de cellules qui se dupliquent. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, c'est une entité seule qui développe la marque de Rent Company. Tu as généralement 2 dirigeants, plutôt un technico-commercial et plutôt quelqu'un de chantier, d'accord ? Quelqu'un qui connaît le chantier. Et de toute manière, c'est obligé dans notre business model puisqu'il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans le bâtiment pour pouvoir avoir droit à l'assurance décennale pour les travaux, puisque nous, on fait du second œuvre de la démolition jusqu'à l'ameublement. D'accord ? Okay. Donc, ils sont 2. Et généralement, derrière, tu as 1 ou 2 chargés d'affaires qui sont des indépendants payés au succès, pour pas dire payés à la commission. Payés au succès, ça vous donne toujours plus envie de travailler. Et derrière, on a entre 2, 4, 6. Et moi, la succursale que j'ai à Saint-Brieuc, c'est la plus ancienne. Cette année, on va faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai 5 poseurs. Ensuite, je sous-traite et j'ai des travailleurs détachés
qui sont des personnes donc étrangères, puisque aujourd'hui on a une grosse difficulté à embaucher, qui travaillent avec nous, mais qui ne sont pas comptés dans la masse salariale. D'accord ? Ok. Donc en fait, si demain le business il s'arrête, en gros, les dirigeants, ils sont pas payés, entre guillemets. Exactement. Enfin, voilà. Les vendeurs, ils coûtent pas cher non plus. Toi, tu as tes 5 poseurs, c'est le maximum. Donc là, eux, ils ont les salaires. Et Bien sûr. toi, entre guillemets, tu as beaucoup de coûts variables. En fait, tu as fait en sorte qu'il y ait beaucoup de Mais coûts variables. Et donc, voilà, ça. Et si ça le- augmente, tu peux embaucher des gens de... Exactement. Et puis, comme ce qui m'a servi dans le passé, c'est que j'ai pas un souhait d'avoir un panneau de rent compagnie dans chaque ville. On n'a pas de panneau de chantier. On n'a pas de carte de visite. On n'a pas d'agence. On travaille via des appartements souvent qu'on se loue ou qu'on a acheté. Hein. On ne met pas de publicité sur les camions. Il n'y a pas d'habillement. On est très corpo. Hein. On est 90 collaborateurs à peu près aujourd'hui, 90-100 avec les associés, les franchisés. Mais on ne dépense pas d'argent dans n'importe quoi. On a du site, on est présent sur Internet, etc. Mais on est très économe. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie passion d'optimisation. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire de gagner un peu de sous sur l'assurance, de gagner un peu sur l'optimisation des ramettes de papier. Ça peut paraître barbant, mais aujourd'hui, c'est une vraie passion parce que Donc quand je le ici, fais, tu l'as dit, vous faites du coup 25 millions de chiffre d'affaires. Hein. Donc tu l'as dit, de toute façon, c'est public. Hein, oui, Ouais. Et du coup, ça montre un peu les volumes, je pense, t'as des idées en tête. alors, Voilà. Là, tu parlais des c'est ramettes, mais peut-être alors, le j'ai carrelage, pas le volume, les... j'ai pas le volume de ramettes, mais cette année, en théorie, on devrait sortir plus de 300 lots. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. 300 lots. Donc, un lot, ça peut être un appartement, une colocation 4 chambres, ça peut être une love room type studio, et ça peut être un immeuble de rapport de 5 apparts. Sur Ok, Saint-Brieuc, j'ai calculé l'autre jour, on a 99 appartements en cours, répartis sur 21 projets. D'accord ? ok, Et ça, c'est qu'une succursale. Donc, nous, notre but ou notre objectif, pour rien te cacher, c'est de faire à peu près 6000 lots par an et de faire grosso modo un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires au minimum. Alors, c'est facile à dire, maintenant, c'est à nous de le faire. Mais un franchisé chez nous fait entre 1 million et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça dépend du secteur, en fait, tout simplement. De travaux, je parle bien de travaux. Je ne parle pas d'investissement. Et généralement, on a un panier moyen qui est de l'ordre d'à peu près de 150 000 euros. 150 000, pas 250 000, hein, pour ceux qui auraient mal entendu. 150 000 de travaux. C'est Exactement, de parce qu'on travaux, est, donc le foncier est déjà payé. Quoi. voilà, on a bien souvent fait de l'immeuble de rapport. Aujourd'hui, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Mais néanmoins, on fait aussi des studios parce que on peut faire un studio à un client qui va acheter un immeuble demain et vice-versa. Donc, en fait, on fait quand même des appartements seuls. Maintenant, on a un panier moyen assez élevé parce qu'on est de plus en plus connu, parce que on porte de plus en plus avec nos process des responsabilités. Et donc, ça se développe très bien. Ouais. Ok. Mm. Et du coup, pour ça, pour atteindre ce chiffre d'affaires, il faudrait que tu multiplies les franchises. Oui, l'idée, Enfin, là c'est principalement. en fin d'année, on devrait avoir 20 franchisés qui seront répartis à peu près sur 24 secteurs. On est en retard, c'est pas une belle année 2024. On Après, voit que voilà, il y a aussi l'activité, le... oui, c'est L'immobilier, l'actualité. ça a connu des heures meilleures. On espère que ça reviendra. Mais Ben, ok, en fait, si tu veux, il y a un candidat sur 10 qui va au bout parce que ok. il faut qu'il soit aligné avec nos valeurs. Le lancement d'une franchise, c'est vraiment les fondateurs, même les premiers franchisés, sont très importants parce que pour l'image de marque, pour le respect des process, etc. Donc, on prend beaucoup de temps à avoir ça. Mais l'objectif, ça serait 120 franchisés en France, répartis sur 200 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est une boule de cristal, donc je peux rien promettre. Et surtout, d'avoir quand même une clientèle satisfaite à 98%, puisque c'est l'objectif quand même. Et donc, on fait beaucoup d'animation, on suit beaucoup les process. Le logiciel nous aide aussi beaucoup. Et c'est inarrêtable après, puisque tous les voyants sont au vert dans la rénovation. L'étalement urbain, on n'en veut plus. Les promoteurs sont très compliqués. Et je crois réellement qu'on est en train de devenir un promoteur de l'ancien. Au-delà des travaux qu'on fait, c'est qu'on rénove énormément de lots qui n'auraient pas pu être rénovés et on apporte une solution clé en main aux clients avec notre spécialisation à nous, et évidemment en partenariat avec des gestionnaires locatifs derrière et des chasseurs, des accompagnateurs. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à investir assez facilement. Et je crois que c'est ça qui fait la recette de notre succès.
Bah, écoute, 25 millions de chiffre d'affaires, j'ai pas eu beaucoup d'invités qui faisaient ça, donc félicitations. Peut-être tu peux juste nous dire aussi, pour en revenir au petit couac qu'il y a eu, et je pense que c'est... Donc vous réglez, entre guillemets, enfin moi, admettons que je suis investisseur immobilier, surtout débutant, ce qui me fait peur, c'est les travaux, les surcoûts, le Mm. financement, et après, c'est aussi que la société de travaux, elle parte avec les avances que j'ai fait. Comment vous Ouais. gérez là sur les 150 000 Alors, euros? Parce sur qu'il y en a les là, justement, qui a eu les scandales, c'était du 300, 400, 500 000 euros ouais, 400 euh, 000 apparemment, ouais. qu'on a Alors, pu voir. nous, on est hyper transparent, surtout parce que c'est dit dès le départ, si tu veux, dans notre cahier des Hmm, charges. Au niveau des paiements, en fait, on a des tranches. C'est-à-dire qu'en en dessous de 75 000 euros, on est vraiment comme une société lambda à 30%, 30%, 30%, 10% à la fin. D'accord. Dès qu'on passe 75 à 150 000 euros, c'est une autre tranche. Donc, généralement, il y a 30% à la commande, 15, 15, 15, 15, 10. Voilà. Et après, en fait, c'est fait à l'avancement, tu vois. Nous, chez nous, alors, c'est difficilement explicable pour vous, mais on voit ça comme un chantier pour nous. C'est, par exemple, 500 étapes. D'accord. Tu as l'étape de hmm, signer le devis, tu as l'étape de faire le cahier des charges. Et après, on travaille par étapes, donc de la démolition jusqu'à l'ameublement. Donc, en fait, quand tu as payé la démolition, la fourniture, bah, ça nous remplit des pourcentages en interne, en analytique. Donc, en fait, on se time comme ça. Et ensuite, plus c'est grand, plus c'est petit. C'est-à-dire que la plus finalité c'est de, découpé en fait, ça, les tranches. exactement, on peut avoir, là on a un projet, c'est 1 200 000 euros de travaux. Hein. Donc là c'est un très beau projet. Bon, il y a 40 appartements, donc là c'est une vraie barre d'immeuble le truc. Euh, on est à 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Hmm, Donc il y a juste plus de factures, mais on veut rassurer nos clients parce que il y a eu des scandales avant. Et très honnêtement, on fournit du matériel, mais au fur et à mesure, d'accord. Et donc, généralement, on fait attention à ça pour pas demander trop aux clients non plus et éviter aussi d'être trop riche en trésorerie, qui ne serait pas forcément de l'argent de trésorerie, mais de l'argent de production, tu vois. Donc là-dessus, on hmm. fait très attention. Et étant donné qu'on paye tout à la commande, on a quand même ce garde-fou de payer les matériaux tout de suite pour éviter de faire n'importe quoi. Et ça, c'est Ok, une solution qui est appliquée à 100% des succursales comme des franchisés. ok, ok, Voilà. top. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est en plus, tu as été connu, enfin moi c'est comme ça que j'avais entendu parler de toi pour la première fois, c'est les événements. Du coup, vous faites des événements. C'est où à Rennes, je pense? À Rennes, ouais, on a fait à Rennes, on a fait à Paris dernièrement. Ouais, je peux t'en parler. Alors, on fait ce qu'on appelle les rencontres IMO. On a été, je sais, on a été très original, très très original, merci. Mais effectivement, à l'époque, j'essaie aussi d'être divergent. Je pense vraiment que notre entreprise est divergente dans notre mentalité, dans notre façon de faire par rapport aux boîtes de travaux classiques. Euh, et parallèlement, il y avait beaucoup d'apéros IMO. Alors moi, j'adore les apéros IMO, il n'y a pas de souci, j'adore l'apéro, il n'y a pas de problème, je suis breton. Mais je trouvais que c'était pas quali. Et donc, on s'est dit, on va faire des événements, donc ils sont gratuits, d'accord. Et on a commencé à Saint-Brieuc, 92 personnes. On est monté au Mans, 125 personnes. On est redescendu à Rennes, puisqu'on est Grand Ouest à la base, hein, et maintenant, Hmm, le dernier était à Paris. Et effectivement, l'avant-dernière à Rennes, en janvier de cette année, on a fait 450 personnes. On parle d'IMO, on fait monter des personnes sur scène, donc des personnes influentes ou plus ou moins influentes. Là, on avait un couple qui rénovait eux-mêmes. Je fais un coucou aussi à un ami, Laurent Boutillier, qui a plutôt une belle énergie sur scène aussi. Donc, à chaque fois, on essaie de mixer des hommes, des femmes, des couples pour donner un hmm. maximum de points de vue. Et donc, en fait, c'est 4 interventions de 45 minutes. Et entre chaque intervention, il y a des pauses pour networker, pour parler d'IMO, etc. Et donc, en fait, on a formé plein de gens comme ça. Ça nous a aussi permis de nous faire connaître. Très honnêtement, il faut savoir qu'on a fait ça pour nous faire connaître. Et donc, la dernière était sur Paris. Là, on a fait un peu moins grand parce que Paris, c'est plus difficile quand même. Mais on voulait Pour les vraiment, lieux, hein. Pour ouais, les pour les lieux, lieux. Et puis, c'est pour moi un autre pays, Paris, en termes de business aussi. bien sûr. C'est Ouais. vraiment, il y a la province et Paris. Et donc, on a fait 150 personnes. Et donc là, on a annoncé que c'était la dernière dans ce sens-là, parce que les rencontres IMO vont muter. Je trouve que maintenant, ça apporte moins de valeur, tu vois. Des gens sur scène, même si on s'embête à faire des belles présentations, c'était bien, mais ça devait être la fin. Et donc, on a décidé en octobre prochain de digitaliser l'ensemble. Et donc, on va faire un samedi dans un château, logiquement. Je ne peux pas vous dire où c'est encore. Où là, on va faire des places payantes
si les gens veulent venir, parce que dans un château, je peux pas recevoir 400 personnes, sinon tout le monde va vouloir venir. Et on va surtout se mettre en live sur YouTube pendant 10 heures. L'idée, c'est de faire 8h, 18h un samedi, et parce que on veut qu'il y ait plus de monde à parler, on veut aborder plus de sujets, et c'est vraiment ce qu'on nous dit dans les rencontres IMO. C'est cool, on a parlé du marchand, mais j'aurais bien voulu qu'on parle de la coloc, et moi j'aurais voulu qu'on parle de la typique, mais en fait on peut pas satisfaire tout le monde, tu vois. Donc du coup on va passer en 100% digital, et le but c'est d'offrir encore plus de contenu. On fera toujours du public, du vrai public, si tu veux, mais peut-être qu'une fois par an. On fera un gros événement, parce que on se rend compte que tous les 4 mois, en fait, les gens se disent je viendrai pas celle-là, je viendrai à la prochaine, tu vois. Et ce qu'on apprécie quand même dans le public, c'est que jusqu'à présent, et j'espère que ça continuera comme ça de nombreuses années, j'ai jamais pris une tomate dans la tronche en me disant de Company, vous m'avez fait n'importe quoi, tu vois. Vous n'avez pas comme dans les, tu sais, il y a une vidéo connue de l'Assemblée Générale de Carrefour, là, où tu as un mec qui gueule pour dire que la viande, elle est pas fraîche et tout ça. Donc... Non, mais voilà, il faut... j'ai envie de garder ce contact-là avec les gens, mais aujourd'hui, voilà, on veut faire plus de contenu pour continuer à se faire connaître, pour continuer à convaincre qu'on est les seuls à pouvoir, à qui vous pouvez confier les travaux clés en main, pour pas avoir de mauvaises surprises. Il y en aura des mauvaises surprises, je veux pas dire ce que j'ai pas dit, mais honnêtement, il y en a quand même très peu, parce que on est de plus en plus spécialisé là-dedans, et on est un cerveau collectif qui, à mon sens, est inarrêtable aujourd'hui, quoi. Bah, top, bah, belle réussite en tout cas. Tiens, j'avais une dernière question. Est-ce que s'il y avait un truc, tu vois, une petite erreur, tu sais, on dit ce qui ne me tue pas nous rend plus fort, mais il y a des trucs, voilà, on s'en serait bien passé sur ton parcours, soit chez De Rent, soit avant. Est-ce qu'il y a un truc, voilà, tu te dis, bon, là, j'ai juste été un peu idiot peut-être, Ouais, je peux ou alors, te citer. Ou alors trop cupide, hein. Nous, ça nous est tous arrivé. Hein, Ouais. Non, je peux te citer un truc que j'ai eu dernièrement, parce que franchement, j'en ai quand même assez souvent dans les travaux. C'est pépite, tu vois. On rénove 12 appartements pour un ami qui est un associé aussi à moi, mais qui est aussi client, tu vois. On peut faire du business ensemble. Et on rénove donc premier et deuxième étage, R+1, R+2. Et donc, on explique au locataire en dessous, qui est un cabinet de radiologie, que on va déposer en fait, c'est complètement dingue. Les radiologues là chauffaient le premier étage. C'était pas eux, mais tu avais tout un réseau de chauffage. D'accord. Donc, on est en Bretagne, et donc on les prévient par mail, par mail seulement d'ailleurs. On prévient l'agent immobilier qu'on va couper les réseaux d'eau. Et donc, avant de remettre en eau, il faudra nous prévenir, parce qu'on va refaire souder leur circuit, tu vois, pour que ça puisse recontinuer, quoi. Donc ils s'en foutent tous, hein, évidemment. Ils rappellent le chauffagiste, donc leur chauffagiste a fermé entre-temps, et donc c'est un nouveau chauffagiste. Ils mettent l'eau, et donc on a grillé un calculateur qui vaut 10 000 euros. Donc on est avec notre expert, évidemment, hein, tu vois. Donc on voit, et donc je dis, mais j'ai un mail, j'ai prévenu, j'ai appelé. Quand ils ont rouvert l'eau, on est venu évidemment en catastrophe gérer ça. Et ils me disent, bah oui, mais vous êtes un professionnel. Et donc, si tu veux, je m'en serais bien passé, parce que même en prévenant les gens, je sais maintenant que je ne referai plus jamais ça. Parce qu'en fait, on va être reconnu responsable, et donc nous allons être condamnés à payer 12 000 euros de dommages, parce qu'il faut réparer, évidemment, c'était un problème. Et donc ça, si tu veux, je sais que maintenant, et c'est peut-être une de nos forces, c'est qu'on travaille plus aussi rapidement qu'avant. C'est pour ça qu'on donne des délais, parce qu'il y a des times à tenir. J'ai eu des DP, tu vois, des trucs comme ça, des déclarations préalables, où avant, bon, le client veut pas la faire. Maintenant, c'est fini, ça. Il faut faire la déclaration préalable. Parce que maintenant, t'es trop gros pour pour te faire payer en cash. C'est ça. Non, mais voilà, tu vois. Et puis, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait. Maintenant, ça m'a vraiment appris ça, tu vois. Quand j'ai un doute sur une opération, je préfère pas la faire que de tout mettre sur le rouge et d'être embêté avec des voisins ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la dernière que j'ai eue. Mais honnêtement, dans l'ensemble, voilà, j'ai pas eu de gros couacs, j'ai pas eu d'incendie. On fait quand même très attention avec nos listes, mais parce que voilà, c'est le bâtiment, on joue avec des choses dangereuses, quoi. Yes. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Si on veut te contacter, sur les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux, sur Insta. De Rent Company, vous pouvez nous retrouver facilement, bien sûr. Ça marche. Et à très bientôt. Merci Thibaut. Au plaisir. Bye bye. Ciao.
Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Voilà, l'aventure entrepreneuriale, on peut parfois, malheureusement, descendre très bas et puis ensuite atteindre les sommets. Mathieu, il a fait les choses, c'est super propre ce qu'il a fait, c'est très intéressant. Je vous rappelle, vous avez le live avec le courtier en IMO, ça se passe, le courtier en crédit et en IMO, ça se passe dimanche 29 juin à 19h. Et bien sûr, rendez-vous sur grosbillet.com pour télécharger le guide gratuit sur comment on peut utiliser l'intelligence artificielle quand on est investisseur, et sur l'Académie des Gros Billets. Bien sûr, vous aurez une formation complète de plusieurs heures sur le sujet. Mais voilà, un petit guide, ça vous fera déjà un bon démarrage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et pensez à prendre un peu le soleil. La vitamine D, ça fait pas de mal. À très bientôt. Bye bye.